Congolais, Yabino Molobeli, Messi Dizamat, le capitaine de l'équipe. Olingi Oyeba situation sécuritaire Yambo, situation politique Yambo. Nabengi Bino Nyos Ebele, bo s'abonner na chaîne Malin TV. Pour besoin Nyos, surtout Bandeko Nabiso ya diaspora, bo emboîter les pas. Abonnez-vous massivement. Je pense qu'on a réglé le problème de la sonorisation. Je disais, camarades 2. Je vous entends pas. Camarades 2. Je vous entends mieux. Camarades 2. Là, vous avez fait vibrer l'auditoire. Encore, je voudrais remercier notre ministre, le recteur également, qui ont bien voulu organiser cette rencontre. C'est une rencontre que je souhaitais étendre dans le cadre des tournées que nous effectuons. Nous avons fait, que ce soit du côté de Bandaka, d'Isla, Yemena, Zumba, ainsi que Isakati, Isibo, Kitlou. Et aujourd'hui, hier c'était à Bandundu, ville, pour venir aujourd'hui m'entretenir avec vous. C'est la deuxième fois. La dernière fois c'était en 2005 que j'ai collé ici l'auditoire. Là-dessus, bon, je comprends que beaucoup n'étaient pas encore nés, hein, n'est-ce pas? Il était là, il était bébé. Laurent était là. Qui était là? Alors, vous avez trouvé. Ça fait presque 20 ans, n'est-ce pas? Et vous êtes toujours ici. Ça pose un problème, ça. Bien, mais heureux alors de vous revoir. C'était important qu'on puisse venir ici s'entretenir avec la jeunesse intellectuelle de notre pays, à travers, je dirais, la plus grande université, de l'ensemble du pays, une des plus âgées d'ailleurs, de l'université, 70 ans, 70 ans. Donc, ça montre le degré d'expérience qu'il y a dans cette université et l'ancrage au niveau de la classe étudiantine. L'idée de venir ici, c'est pas simplement pour vous parler de la situation du pays, qui traverse notre pays, mais c'est également arriver à vous faire prendre conscience de ce que traverse le pays et également peut-être vous demander d'entrevoir, de prendre goût dans ce que nous sommes amenés à faire et dont l'ennemi nous pousse à faire. Le Rwanda que je nomme ici dans notre pays. D'abord, je voudrais revenir sur l'invasion rwandaise. C'est la quatrième fois depuis 1996, avec l'arrivée du régime de M. Kagame. C'est la quatrième fois qu'on est attaqué. On est entouré ici de 9 pays, comme vous savez. On a plus de 9100, 9200 km de frontières avec 9 pays qui nous entourent. Il y a un seul pays qui continue à nous attaquer systématiquement. 1996, qui a amené le départ du président Mobutu. 1998, 2013,
2022. À un moment donné, il faut qu'on arrive à dire halte. N'est-ce pas? Il faut qu'on arrive à dire tous ensemble non et que c'est fini ces aventures. N'est-ce pas? Le Rwanda nous attaque pourquoi? Et vous ici, les étudiants de la classe, les cadres, les futurs dirigeants du pays que vous êtes ici. Certains d'entre vous ici pourront être des directeurs, des patrons d'entreprise. Pourront être aussi des grands fonctionnaires de l'État, jusqu'à des ministres, premiers ministres, et qui sait peut-être président de la République. Donc, vous avez le devoir de vous approprier de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Et vous avez le devoir de contribuer à apporter des solutions aussi dans ce qui se passe dans notre pays. Un président américain a dit, si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. N'est-ce pas? Je dis, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est un président américain. Je dis ça pourquoi? Aujourd'hui, notre pays, la RDC, est occupé. La province Nord Kivu, Sud Kivu, nos provinces, où nos frères, nos sœurs sont envahis par l'ennemi. Même si c'est à 2000 km, ce sont nos frères, nos sœurs, nos mamans, qui aujourd'hui sont violés, sont pillés, sont tués. Des jeunes comme vous, que vous suivez dans les réseaux, sont massacrés par les troupes rwandaises. Vous le voyez, n'est-ce pas? Et ça, c'est inacceptable. S'ils veulent tuer, ils tuent chez eux. Même si c'est inacceptable, mais qu'ils ne tuent pas chez nous. Et je dis, il nous appartient à tous de nous lever comme un seul homme. Qu'on ne l'aime pas, il est le chef de l'État. Il y a eu des élections dans ce pays, n'est-ce pas? Nous avons tous contribué, tous participé, et beaucoup de leaders dans ce pays. C'est ça qui a fait la force et la crédibilité également du président pour qu'il puisse être élu à plus de 74%, n'est-ce pas? Personne n'a contesté ça, sauf les gens de mauvaise foi, qui sont d'ailleurs insignifiants. On est dans un système démocratique. Moi que vous voyez, en 1998, j'avais décidé de prendre les armes contre un pouvoir dictatorial, le pouvoir de l'AFDL, qui nous avait déjà amené ici la colonisation rwandaise. Peut-être vous étiez jeune, peut-être vous n'étiez pas né, mais d'autres, à mon avis, étaient ici, ont connu ça ou pas. Vous n'avez pas vu ici les Rwandais, les troupes rwandaises ici dans cette ville diriger le pays? Si vous ne savez pas, il faut demander aux parents qui vous expliquent ce qui s'est passé ici. Les troupes rwandaises étaient ici. Le chef d'état-major des forces armées congolaises, vous imaginez l'humiliation qu'on a subie ici, en nous imposant, en acceptant par un monsieur qu'ils ont pris et mis à la tête de ce pays de dire que l'armée congolaise, la grande armée congolaise, est dirigée par un Rwandais. Est-ce que ce n'est pas un signe de mépris qu'ils ont vis-à-vis de nous? Tous les services de sécurité étaient entre les mains des Rwandais. C'est à ce moment-là qu'a commencé la désarticulation de notre armée nationale. Et ça a été fait sciemment.
cette désarticulation a été faite sciemment. Est arrivé le pouvoir de l'AFDL, suivi du pouvoir du PPRD, qui est le prolongement de l'AFDL. C'est un changement de nom, qui a simplement eu comme objectif de détruire notre armée et de vendre le pays. Vous suivez les réseaux. Vous avez suivi le ministre Zani. Vous l'avez suivi? Je n'ai pas suivi. Regardez ce qu'il a dit, les vérités qu'il a dit. Vous allez comprendre dans quelle situation nous étions avant l'arrivée de notre chef d'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui qui s'est levé pour dire je vais mettre en priorité défendre les intérêts du Congo et défendre les intérêts du peuple congolais. Et c'est pour ça qu'on s'est mis derrière lui. Et que nous avons tous, les leaders de ce pays, bougé pour le faire élire grâce à la population. Parce qu'il est contre une chose, le pillage de ce pays. Malgré dès qu'il est arrivé, il a ouvert, dans le cadre de la diplomatie, la coopération avec tous les pays environnants. Mais certains ne l'ont pas compris et ont cru qu'ils pouvaient le poignarder dans son dos. Mais, et c'est pour ça que je l'apprécie, le président de la République, il s'est levé, il a dit non. Aujourd'hui, on peut avoir des différends entre nous les Congolais. On est issus de plusieurs partis. Mais nous avons le devoir d'abord, aujourd'hui, plus que hier, d'être tous unis, de laisser tous nos différends de côté. Qu'on soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre du pays, on est tous Congolais, n'est-ce pas? Et ça, personne ne peut nous empêcher de parler le même langage. L'unité de notre pays va faire face à l'envahisseur, dont le seul objectif est d'organiser le pillage de notre pays. Je suppose que vous suivez les décisions qui sont prises à l'étranger. C'est le plus un secret aujourd'hui. Vous le suivez? Lorsque le Parlement européen a décidé de suspendre les accords qui avaient été faits pour organiser l'extraction de nos mines, comme si ça regardait le Rwanda. Si le Rwanda a des mines, qu'il le fasse chez lui. Mais nous savons ce qui se passe chez nous, avec nos mines, l'or, le coltan, la cassitérite. C'est ça l'objectif de cette guerre. Tout ce qu'on vous dit là, oh, les FDLR, le problème des ethnies, il y a des ethnies ici, parmi les plus de 450, qui sont encore plus minoritaires que certaines ethnies qu'on parle. Mettre le sous-titre. Non, le seul problème que nous avons ici, c'est la richesse de nos sols et de notre sous-sol. Mais ça appartient au Congo. Le Congo aux Congolais, le Rwanda aux Rwandais, l'Ouganda aux Ougandais, le Burundi aux Burundais, et ainsi de suite. N'est-ce pas? Et si nous avons des problèmes chez nous au Congo, qu'on nous laisse régler les problèmes entre nous les Congolais. Et que personne, aucun voisin ne peut prétendre venir régler les problèmes propres aux Congolais. Et ça ne donne pas le droit de mettre leur armée chez nous pour tuer nos frères, nos fils, nos sœurs, nos parents, chez nous, dans notre pays. C'est pour ça
il faut que la jeunesse, tout entière, parce que vous êtes l'avenir du pays. Nous, dans quelques années, nous serons le plus là possible, nous ne serons plus là. Mais c'est à vous qu'on va laisser ce pays. Et vous devez comprendre dès aujourd'hui les enjeux qu'il y a dans notre pays. Et vous devez vous préparer à ça, à défendre toujours notre pays, nos populations. Je le disais, il faut qu'on laisse les différents de côté. Si l'opposition, lequel le président de la République, samedi, a lancé un appel pour tendre la main, c'est pas parce qu'il a un problème, c'est parce qu'en tant que père de la nation, il a dit aujourd'hui, une partie de notre pays est envahie par des troupes étrangères, le Rwanda. Mettons-nous tous ensemble pour parler d'une seule voix et bouter dehors, que ce soit par des voies diplomatiques, des voies politiques ou toute autre voie, l'ennemi dehors, qu'il rentre chez lui. À la suite de ça, quand nous aurons réglé cette question, et nous allons la régler, je vous demande de faire confiance au chef de l'État. Nous savons ce qu'il est en train de faire, politiquement, diplomatiquement et même militairement. Nous savons. Je vous dis, faites-lui confiance. Il est dans le bon. Nous, peuple congolais, les partis politiques, acceptez la main tendue du chef de l'État. S'il a tendu, c'est pour parler du pays, de nos terres qui sont envahies, de nos frères, de nos sœurs qui sont aujourd'hui sous l'occupation des troupes rwandaises. Qu'on ne vous trompe pas. Moi, j'ai été ministre de la Défense. Nous savons exactement contre qui nous nous battions. Nous avons des instruments technologiques qui permettent de voir ce qui se passe sur tout le territoire. Nous avons les photos des troupes qui sont devant et qui sont engagées devant nos troupes. Vous ne pouvez pas vous tromper. La tenue des forces rwandaises complète, les armes utilisées. Ce sont bien des troupes rwandaises. D'ailleurs, c'est le plus d'un secret, puisque même les Nations Unies l'ont condamné, et a demandé le départ de toutes ces troupes. N'est-ce pas? Donc, ce n'est pas ce que nous inventons, c'est ce que nous disons depuis des mois. Et aujourd'hui, ils ont eu le courage de le dire aussi. Les preuves sont là. Donc, je dis, quand le président de la République lance et tend sa main, c'est pour d'abord réunir tous les Congolais face à cette invasion, parce que ça nous concerne tous. Ce qui se passe à Bukavu ou à Goma, que ce soit à Bushuru ou Masisi, Nyiragongo, au niveau du Sud Kivu. Mais ce sont des scènes aujourd'hui que parfois on n'ose même pas regarder. Mais on tue, on massacre. Ce qui se passe là-bas, si nous ne nous lèvons pas comme un seul homme derrière le commandant suprême des armées, et que nous n'envoyons pas tous un message aux envahisseurs que non, 3 fois non, nous ne voulons pas d'une invasion et nous ne voulons pas que vous continuiez à rester sur notre territoire. Et vous risquez demain, comme certains sont en train de le dire, de trouver les Rwandais ici. Mais vous aurez des yeux pour pleurer. Parce que vous croyez que ce qui se passe, le comportement qu'ils ont là, ils ne vont pas l'avoir ici. Mais on a déjà vécu ça ici. Ça ne nous a pas suffi.
On ne peut pas laisser continuer, là, sur nos territoires, à accepter les massacres qui sont en train d'être perpétrés par les forces françaises. Nous sommes ici dans notre pays plus de 80 millions. On parle même, on attend l'identification des populations, on parle même de 100 millions. Mais si nous tous ici, nous levons pour dire non à cette invasion, et que nous n'accepterons pas cette invasion, et que nous mettrons tout en œuvre, je pense que dans cette grande force, le roi n'a pas compris qu'il doit arrêter son aventure au niveau des RDC. N'est-ce pas? Nous devons laisser nos différends de côté. Regardez dans cette même direction. Celle que le chef de l'État nous a montrée. Parce que c'est grâce à cette union que nous allons nous renforcer de l'intérieur, mettre en place nos stratégies communes pour goûter de l'ennemi. Vous me suivez? Quand on aura terminé ça, il n'a pas dit que tout le monde va rentrer dans le même parti. Chacun retrouvera sa vie. Et on ne demande pas de nous aliéner de nos partis politiques. On demande de nous unir sur une même idée, une seule idée. La défense de la patrie. Une seule idée. Nous mettre tous derrière nos forces armées. C'est ça l'idée. Monsieur le Président de la République a lancé. Je pense que vous l'avez suivi samedi. Vous l'avez tout suivi. Vous n'avez pas suivi. C'est incroyable. Les réseaux sociaux. Ça ne fonctionne pas. Mais la majorité a suivi et je suis sûr. Elle n'a pas suivi. Il faut remettre ça à la télévision. Là, on montre la communication. Comment on veut dire ça si alors nous sommes ici les enfants. Alors le monde, ça c'est un message qui est important. Très important. En résumé, le président de la République veut l'union de tout le peuple, l'union de la classe politique, de la société civile. Derrière un projet, nous unir pour mettre dehors l'ennemi. Deuxièmement, pour qu'on soutienne nos forces armées. Après, je vais vous dire comment on peut le faire. Parce que ce pays, il nous appartient. Il vous appartient. Nous tous qui sommes ici, nous sommes concernés. Je ne vais pas rentrer dans le programme du président de la République pour le développement de ce pays. Il faut que rapidement, on sorte de l'ennemi et qu'on puisse continuer, je veux dire, la marche du développement dans notre pays. Là-dessus, une des raisons principales pour laquelle je voulais vous voir, je vous remercie d'être présents et très nombreux. Je parlais de nos forces armées. Nos forces armées, je peux vous dire, je peux vous témoigner. Ce sont des vaillants soldats. Ce sont des soldats redoutables. Aujourd'hui, dans ce que nous vivons, causé par l'envahisseur, il faut nous préparer à défendre notre pays, notre territoire. Et ce n'est pas les étrangers qui vont venir se battre ou mourir pour nous. Vous suivez? C'est nous-mêmes qui devons faire le sacrifice. Même le sacrifice suprême, si ça peut apporter la paix dans le pays, et puis cette paix peut apporter le développement de notre peuple.
Et c'est pour ça que le chef de l'État a lancé, il y a un mois, comme mot d'ordre, la mobilisation générale de la population derrière le FARDC et le recrutement général de la jeunesse. Pourquoi la jeunesse? Je vais vous parler du métier des armes, je vais en arriver. C'est la jeunesse qui a la force physique de pouvoir mener les combats sur le terrain. Et nous sommes un peuple qui est tellement grand, vaste, diversifié, que nous pouvons rassembler même 1 million de militaires dans ce pays. N'est-ce pas? Nous sommes plus près de 100 000. Le président a parlé de l'augmentation considérable. Vous le saurez, je ne suis pas le porte-parole de l'armée, non du gouvernement, mais je l'ai entendu. Et même au niveau de le mot d'adresse que le président de la République a tenu samedi, il a parlé de primes énormes, considérables pour tous les militaires qui sont au front. Alors, vous savez, je vais donner un exemple. Lorsqu'il a s'agi de défendre la partie, les militaires que j'avais recrutés en 1998 jusqu'en 2003, vous voyez, ils étaient payés. Je vais vous dire, ce qui les animait, c'était le sens patriotique, de pouvoir d'abord défendre la nation. Et aujourd'hui, vous devez absolument intégrer le fait que nous risquons de ne plus avoir de pays. La solde, elle existe. Elle va être sérieusement améliorée. Ça, ce sont les dires du président de la République, le commandant suprême. Mais je dois vous dire qu'au-delà de ça, c'est pour ça que je dis que ce sont des vaillants militaires. Malgré ça, ils sont sur la ligne de front, dans les collines, dans les montagnes, dans les tranchées. C'est pour ça que nous devons les soutenir. Parce que si eux n'étaient pas là, les ennemis pourraient déjà arriver ici. Mais ils le font pourquoi? Par patriotisme. Parce qu'ils ne peuvent pas laisser, en tant qu'homme, femme, le terrain à nos ennemis pour venir prendre le pays et l'annexer au Rwanda. Parce que ce qui se prépare, c'est ça. Vous entendez parler de balkanisation. Ça ne vient pas par hasard. C'est le projet qu'ils ont aujourd'hui. C'est le projet qu'ils ont aujourd'hui, c'est mettre une marionnette ici et ensuite organiser la balkanisation du pays. Je vous le dis, retenez, ça n'arrivera pas, mais c'est ce qui est dans leur tête. Et c'est ce qu'ils veulent faire. Vous comprenez? Est-ce qu'on peut laisser faire ça? C'est pour ça qu'on va tous se lever pour bloquer ce projet. Je vais maintenant approcher. Pour arriver à stopper, à bloquer, c'est pour ça qu'on s'adresse, le président de la République s'adresse à la jeunesse, le fer de lance de notre pays, l'avenir de demain. C'est de pouvoir soutenir notre armée et FARDC, mais également intégrer l'armée.
vous dire pourquoi je suis spécialement venu ici. Parce que ici, c'est la crème de la jeunesse. Comme d'autres universités aussi, vous retrouvez la crème de la jeunesse. Je ne vais pas citer toute l'université, Kisangani, Lubumbashi, Bukavu, Goma, dans tout le pays. La première plus grande université ici. Et le message, j'espère, passera dans les autres universités. L'armée a besoin aussi de cadres, de ce qu'on appelle des officiers. Parce que le rôle d'une armée, c'est de pouvoir sécuriser le territoire, sécuriser les frontières, sécuriser les biens et les personnes. Ce n'est pas des robots, ce sont les êtres humains qui le font. On a besoin de ce qu'on appelle les troupes, les fantassins, l'infanterie. Mais on a besoin de cadres qui dirigent les troupes, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que je viens vers vous, la jeunesse estudiantine, qui étudie, qui a analysé. Si vous ne vous levez pas, comme un seul homme, tous les reculs qui sont en train de se passer, je pense que vous suivez ça au moins, dans tous les territoires, beaucoup de reculs sont aujourd'hui dans les aéroports, en train d'attendre les avions pour être évacués, n'est-ce pas? Mais une armée est organisée. Elle est organisée comment? Elle est organisée parce qu'elle est structurée. L'armée, c'est une pyramide. Ça répond à une logique de l'ordre et de la discipline. L'armée est une politique de défense. Vous avez les défenses civiles qui sont la police, les défenses militaires qui sont l'armée. Là-dessus, vous avez parfois aussi, dans certaines situations, la conjonction des deux. Lorsqu'il y a des débordements au niveau de la police, les militaires interviennent. Ça, c'est la politique de la défense. Où je vois l'arrivée, ça, le commandant suprême, vous le connaissez, bien sûr. Le commandant suprême, vous ne connaissez pas? Voilà, ça, c'est l'organigramme de l'armée. Dans l'organigramme de l'armée, vous avez sur un au-dessus le commandant suprême, le président de la République, le commandant suprême de l'armée et de la police nationale. En dessous de ça, vous avez le ministre de la Défense. En dessous du ministre de la Défense, vous avez l'état-major général, le chef d'état-major général, n'est-ce pas? À côté, en dessous du chef d'état-major général, vous avez ce que vous comprenez, les forces, la force terrestre, la force aérienne, la force navale. À côté de ça, vous avez ce que, dans notre organisation, dans notre politique de défense, vous avez les zones de défense. Nous avons 3 zones de défense ici. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que maman et le ministre nous a dit que vous allez intégrer maintenant des cours au niveau de la défense. Mais nous avons des zones de défense, 3 grandes zones de défense, réparties sur tout le territoire, avec des commandants en état-major là-dessus. Ils contrôlent les zones de défense, ils contrôlent l'ensemble, quel commandement de l'ensemble, tant des forces qui sont présentes sur la zone de défense, aérienne, terrestre, que navale. Et ça, vous voyez, ZDF. Ensuite, à côté de ça, vous avez les corps, les différents corps. L'armée, c'est la logistique que vous avez le génie militaire, vous avez le service médical pour la santé, vous avez les corps de transmission. Les corps de transmission, c'est tout un corps entier. Le service médical également, c'est tout un corps qui est dispersé dans toutes les unités. La logistique également suit toute une intégration, que ça vienne de l'état-major général qui est redistribué dans toutes les brigades, dans tous les bataillons. Ensuite, vous avez le corps de transmission. C'est les transmissions qui se font par voie de radio, par voie de communication.
Ça aussi, c'est toute une direction au niveau de l'armée. Et puis, vous avez bien sûr la question du social, au niveau qu'on appelle le CECAS, et puis vous avez les services de communication au niveau de l'armée, pour en parler de temps en temps, il y a des porte-paroles. En dessous de ça, vous avez encore les aumôniers, ça existe, vous avez parlé des aumôniers, et vous avez aussi toute une série d'écoles militaires. Et je vais arriver à cette structure d'écoles militaires pour pouvoir vous donner le goût d'intégrer l'armée. Vous dites Amen. Donc vous êtes d'accord? Donc, on va y arriver. Je crois que tout le monde a compris un peu, j'ai été très simple. Mais c'est peut-être à l'intérieur qu'on pourrait rentrer, mais ça, on va laisser ça aux spécialistes. Quelques moments m'a dit, ministre, les cours vont commencer. Mais c'est ça la structure de l'armée qui repose sur un commandement. C'est ce qu'on appelle le principe du commandement unique au niveau de l'armée. C'est ça qui fait son efficacité. Quand le commandant suprême donne des ordres, c'est réparti directement au niveau des zones, au niveau des régions militaires, au niveau des commandants des différentes forces aériennes, si c'est l'aérien, terrestre et naval. Tout ça, c'est ce qu'on appelle l'interarmée. D'accord? Ok. On continue. Oui, c'est le même tableau. La force terrestre, c'est la force la plus importante. Je ne néglige pas la force navale, qui joue un rôle important. Ou bien la force aérienne, qui est une force de soutien, d'appui pour le transport des militaires, le transport des équipements, le transport des munitions. Elle peut également agir aussi lorsqu'il y a des catastrophes naturelles, pour pouvoir aider, que ce soit la Croix-Rouge, pour les médecins. Elle joue également ce rôle. On a des avions au niveau de la force aérienne. Mais la force terrestre, c'est la force qui contient le plus grand nombre d'éléments là-dessus. Parce que c'est elle qui est mobilisée sur le terrain. C'est cette force terrestre. C'est l'organigramme aussi, chaque force, que ce soit la force aérienne, la force terrestre, la force navale, répond aussi au principe de l'unicité de commandement. Les ordres qui sont donnés par le commandant suprême au commandant de la force terrestre sont répartis immédiatement au niveau géographique et au niveau des différents responsables. Je voulais vous dire que notre pays, je le disais tout à l'heure, est entouré de 9 pays. Les plus grands pays que nous partageons en nombre de kilomètres, il y a le Congo, la République du Congo, qui est également la République d'Angola. Vous avez plus de entre 2400 et 2500 kilomètres. Mais le plus petit pays où nous partageons 217 km, c'est ce pays qui nous rend chaque fois. Hein? Comment? Ah, j'ai compris. J'ai compris. C'est celui-là qui nous emmène le plus. Voilà l'ensemble de notre pays. La superficie, vous la connaissez. Et le total de la circonférence de notre pays, 9165 km. Alors, j'ai parlé tout à l'heure des zones de défense. Il y en a 3. Mais en dessous de ça, vous avez ce qu'on... En dessous de ça, vous m'entendez? Vous m'entendez? En dessous de ça, au niveau de la zone des zones de défense, des 3 zones de défense, ce sont des zones, comme dit, des entités territoriales qui sont là, avec un commandement, un état-major, mais qui contrôlent en dessous d'elles ce qu'on appelle également des régions militaires. Ces régions militaires, ce sont les régions, ce sont elles qui disposent des forces. Donc le commandant suprême donne des instructions, ça va jusqu'au niveau des régions militaires, et c'est les régions militaires maintenant qui actionnent les forces. C'est là-dedans, c'est pour ça que vous voyez au niveau de la doctrine de la défense, nous avons 3 niveaux, et un des niveaux, c'est le niveau tactique,
c'est au niveau des régions militaires, là-dessus. Et c'est ce qu'on appelle également, dans la doctrine militaire, les unités de défense principale, à ce niveau-là. Et vous avez nous avons 10 régions militaires qui sont généralement basées sur les anciennes provinces que nous avions à l'époque. La répartition se fait plus ou moins à ce niveau-là. Je ne rentre pas dans les détails, vous verrez ça à un moment donné. Alors, c'est ça ce que j'appelle les zones de défense. Et puis, en dessous des zones de défense, nous avons les régions militaires. Bon, les doctrines, les 3 échelons de doctrines, vraiment les doctrines de la défense. Vous avez donc les unités de couverture. Là-dessus, les unités de couverture, ce sont les unités, lorsque un pays est attaqué, ce sont les unités qui vont contenir l'ennemi dans un premier temps. C'est elle aussi qui va donner le renseignement sur l'ennemi. Pour dire qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'il veut faire, quelles sont ses intentions. Ensuite, vous avez l'échelon qui est l'échelon de l'unité de réaction rapide, qui sont les forces navales, aériennes, terrestres qui commencent à engager les combats avec, bien sûr, l'aviation, avec maintenant les unités de combat, les brigades de réaction rapide, et on passe aussi ensuite au niveau des unités de défense principales, qui sont les blindés, les armes lourdes, les unités d'appui. Je ne rentre pas le détail, mais voilà un peu ce qu'on appelle la doctrine de la défense que nous avons au niveau des échelons. Alors, ça, je voulais vous montrer ça, parce que ça va vous concerner. Lorsque vous allez accepter de pouvoir rentrer dans l'armée, n'est-ce pas? La première étape sera quoi? Ici, le recteur, le ministre m'a dit, vous avez une unité de sécurité ici, je crois. Oui? C'est là qu'il faudra s'inscrire. L'unité de sécurité. Vous allez mettre vos noms, parce que vous voulez rentrer dans l'armée. C'est là que vos listes vont être remises au chef d'état-major général. On va vous faire passer des tests médicaux pour voir que vous êtes en bonne santé et valide. Après ça, on va vous guider. On va vous guider au niveau de ce qu'on appelle les centres d'instruction. Et nous avons différents centres d'instruction dans le pays, là-dessus, et même aussi des centres d'entraînement. Je vais vous le montrer, je vais revenir. Voilà. Ici, vous avez les centres qu'on appelle centres d'instruction et les centres d'entraînement. Vous avez au niveau de, bien sûr, ici à Kinshasa, Kibomango et d'autres. Vous avez également Banzangoum ici pour les blindés, pour ceux qui voudront aller à un moment donné arriver à parfaire leur éducation, leur entraînement sur les blindés à Banzangoum. On a Kitona qui est un très bon centre, ici au niveau du Congo central. Nous avons Kamina aussi. Nous avons Kananga qui est surtout réputé pour l'école de formation des officiers. Vous connaissez? Voilà. Nous avons également du côté de Kisangani, nous avons des centres tels que le centre de ça me revient là. Baouma et Lukusa. Voilà. Baouma et Lukusa, la deux centres là-bas. Moura également du côté de Katata, du côté de l'Igassi, nous avons aussi des centres. Nous avons des centres dans tout Coca-Cola également. Vous avez connu également là-dessus aussi. Il y a plusieurs centres sur lesquels vous pouvez être dirigé pour aller suivre vos centres pour le suite de l'instruction. Alors, pourquoi on a besoin de cadres? Parce que au niveau de l'armée, après avoir parlé de la première colonne, ce sont tous les centres que nous avons d'instruction et d'entraînement, mais on a également ce qu'on appelle des académies militaires, qui sont là pour former également nos futurs officiers et sous-officiers. Nous avons également ce qu'on appelle le groupement des écoles militaires. C'est toute une structure. Parce que je vous disais dans l'organigramme que nous avons ce qu'on appelle le groupement des écoles militaires.
il y a un chef d'état-major général qui s'occupe de l'ensemble des écoles que nous avons. Et elles sont réparties en différentes branches. Et donc, par exemple, dans la branche du groupement des écoles militaires intégrées, vous avez différentes écoles qui forment, par exemple, l'administration, les futurs administrateurs au niveau de l'armée, qui forment également, je n'arrive pas à lire ici, mais j'ai ça ici, qui forment les PM, la police militaire, qui forment également les personnes qui vont faire l'exercice physique ou sportif, qui forment également les musiciens, ça existe, qui forment des agents de renseignement, c'est très important. Le renseignement militaire, lorsque vous l'avez, c'est 50% de la bataille qui est gagnée. Donc, les agents de renseignement, et ce sont les personnes qui doivent suivre une formation très approfondie. Surtout, dans le renseignement, vous avez des personnes qui collectent l'information et d'autres qui analysent l'information et d'autres qui le transforment en renseignement, c'est-à-dire nous avons des éléments sûrs là-dessus. C'est toute une spécialité. C'est pour ça qu'on a besoin de votre expertise. Vous, la jeunesse, vous, les cadres, vous, les universitaires. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Ça demande un haut niveau, je veux dire, de connaissance, d'analyse et de stratégie. Vous avez également l'école des langues, vous voyez, là-dessus. Les écoles de sous-officiers que nous avons. Les écoles également d'officiers. Les écoles qui vont organiser aussi, vous apprendre la transmission, c'est-à-dire tous les messages, comment les messages doivent être codés, doivent être transmis codés, au niveau de toutes les unités. Sur ça, le génie militaire que vous entendez, qui construisent également là-dessus, pas simplement pour l'armée, mais également ils peuvent intervenir au niveau aussi des travaux, d'infrastructures au niveau du pays. Vous avez ce que vous entendez, des écoles de guerre, même ici à Kinshasa, nous avons des écoles de guerre ici, des écoles d'administration militaire. Nous avons également plus haut niveau, lorsque vous franchissez toutes les étapes, nous avons le commandement des états-majors, là c'est pour les gradés qui arrivent, et puis vous avez le commandement des brevetés d'état-major. Vous avez une grande ici école de formation, le CHESC, c'est également une école qui forme également des cadres au niveau du commandement militaire. Tout ça, c'est pour vous dire que vous pouvez être bien guidé au niveau de l'armée. Ce n'est pas que vous arrivez pour vous demander qu'est-ce qu'on fait, non. Après la formation que vous avez, si vous quittez ici, vous irez certainement, d'autres iront à Kananga, d'autres iront ici du côté de Akitona, d'autres ici sur place, d'autres du côté de Kamina, d'autres du côté de Moura. Mais au niveau des officiers, la formation peut aller au niveau de Kananga également. Itona aussi forme, Moura aussi forme. Voilà, ça c'est pour vous donner un éventail et j'espère pour vous donner goût à rentrer dans l'armée. N'est-ce pas? Voilà. J'espère que vous m'avez compris. Voilà. Donc, je ne voulais pas rentrer dans les détails, parce que ce sont des cours qui durent parfois, même parfois au niveau des... Pour sortir sous-officier au niveau de Canada, vous pouvez faire même 9 mois, même 1 an et demi parfois. Donc vous voyez la matière que vous allez avoir. Avant de terminer, je voulais encore une fois vous répéter et vous dire que nous avons besoin de vous. Le pays a besoin de vous. Nous recrutons des fantassins, l'infanterie, mais elle doit être commandée. Quand vous allez sortir de là, vous serez des commandants de section, des commandants de peloton, le niveau le chef au-dessus, commandant de compagnie, commandant de bataillon, commandant de brigade. Pas quand vous allez sortir, bien sûr, mais au fur et à mesure, vous allez gravir les échelons. Donc, on a besoin de vous pour commander les unités, pour appuyer les unités, parce qu'il y a également des écoles d'artillerie aussi, qui demandent des efforts, des formations très poussées. Parce que ce que vous voyez dans les télévisions, etc., ça, bon, on vous apprend à tirer avec une AK-47. Mais après ça, on appelle ça les armes d'appui. Quand on passe aux mortiers, les petits mortiers 60, les mortiers 82, les mortiers 120, lorsque nous avons des lances
de lance-missiles, parce que nous avons des bombes qui vont jusqu'à 6 km, d'autres qui vont jusqu'à 40 km, ce qu'on appelle les 122 mm. Tout ça, ça s'apprend. C'est ça qu'on appelle également l'école d'artillerie. Donc, il faut que nous ayons des cadres pour encadrer bien sûr nos troupes, mais également pour aider à appuyer nos troupes. Nous avons également des écoles aussi au niveau de la force aérienne. Parce que le président de la République est en train de, comme on dit, monter en puissance l'armée. Nous avons des avions qui sont des avions de chasse. Nous avons également, et ce n'est pas un secret, des drones aussi. Ça demande, ce sont des spécialités qui demandent un enseignement, une formation très poussée et très méticuleuse. Je vous dis, cette armée n'a jamais été aussi bien dotée depuis l'arrivée de notre président. Je pense que c'est une armée qui est une des mieux dotées, je pense, de l'Afrique. Parce que les blindés, nous les avons. Les avions de combat, nous les avons. Les troupes, nous les avons. Il nous faut renforcer, bien sûr, c'est pour ça qu'on demande un grand rassemblement, et un grand soutien à nos parts blessés et un recrutement important. Mais on ne peut pas avoir des troupes sans chef, n'est-ce pas? Et les chefs, il n'y a pas 36 solutions. Il faut les prendre, oui, par ceux qui ont aussi l'expérience sur le terrain, mais ça va beaucoup plus facilement aussi à travers vous qui avez la capacité intellectuelle de très vite comprendre et intégrer ce qui nous manque et comment encadrer nos troupes. Vous me suivez? Voilà. Je pense que j'ai été assez long comme ça. Je ne sais pas si on donne la parole à tout le monde, je crois qu'on ne va pas sortir d'ici. Je crois que j'ai été clair, n'est-ce pas? On n'a rien à rajouter. Tout ce que je souhaite. Des questions? Donc, combien de questions? 5, 10, 10 questions. Venez ici, on va donner le micro. Oui. Vous levez le doigt, j'espère que vous êtes s'il vous plaît. Nous allons procéder dans l'ordre. S'il vous plaît. Vous levez le doigt, on vous choisit et vous posez votre question. Vous donnez d'abord votre nom, votre faculté et vous posez la question. Levez le doigt. Les questions féminines sont aussi encouragées. Voilà. Qui veut prendre la parole? Ok, allez-y, posez votre question. Soyez concis, s'il vous plaît. Bonjour à tous. En fait, j'ai tenu premièrement à remercier avoir vivé en nous ce sentiment de patriotisme. La question se base du fait que pour gagner une guerre militaire, en fait, il faut qu'on puisse en même temps développer des stratégies claires. Il faut qu'on puisse en même temps développer des stratégies claires, des forces compétentes, un soutien logistique et populaire, ainsi qu'une diplomatie efficace. Alors, la question sur le point de vue logistique. Quelles sont les initiatives qu'a mis en place le gouvernement pour soutenir le développement des drones et des technologies de surveillance afin de renforcer la sécurité de notre pays? Mais aussi, soyons tolérants, s'il vous plaît. Un peu de tolérance. Patriotisme pour
nous qui sommes étudiants et jeunes, nous allons appeler une chose, c'est que le patriotisme ne consiste pas seulement à appeler les jeunes, mais aussi que les autorités de notre pays puissent accepter de réduire les trains de vie de leur famille ainsi que leur salaire. La question sera sur le logistique. Merci beaucoup. Bien, on va se mettre d'accord. Je vais écouter toutes les questions et je vais répondre une fois pour toutes. D'accord? Mais il y a une chose que vous devez savoir. Ne me demandez pas de rentrer. Cette question que vous avez posée là-bas, je ne répondrai pas pourquoi. Vous pensez quand même pas que je veux dire ici publiquement la logistique que le gouvernement, l'État, que le chef de l'État a mis à disposition de l'armée. Est-ce que vraiment vous voulez qu'on dise à l'armée, à nos ennemis que nous avons? Ça se fait pas. On appelle ça le domaine du secret défense. Merci beaucoup. Nous avons... Oui, monsieur, vous avez une question. Vous vous donnez votre nom, la faculté et vous posez une seule question, s'il vous plaît. Une seule question. Soyez concis. Merci pour la... Je suis M. Mathieu Moulou José, délégué facultaire adjoint de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques du département des relations internationales. Et alors, ma question est celle-ci. Parlons déjà de la formation. Est-ce que l'armée congolaise a des formateurs? Car nous attendons que nous recourons aux pays occidentaux pour notre formation. Alors, pensez-vous que cela n'affecte pas les secrets que va avoir notre armée? C'est ça ma simple question. Merci. Oui, monsieur, vous donnez votre nom, la faculté et vous posez une seule question. Soyez bref. Si, je suis Christian Zakou, faculté de psychologie et sciences de l'éducation. Alors, ma préoccupation est centralisée sur l'un du speech. Il a parlé des problèmes interpersonnels, c'est-à-dire des problèmes qui surgissent ici en République démocratique du Congo. Mais j'aimerais savoir le rôle que jouent les groupes armés étrangers dans la dynamique de violence à l'est de la RDC. C'est ça ma question. Ça fait 3 questions. Nous prenons une quatrième. Nous prenons la question d'une fille. Nous encourageons les questions féminines aussi. Madame, posez votre question, nous allons continuer. Okay. Soyez prêts. Merci beaucoup pour la parole accordée. Je m'appelle Lionel Immaculée Yakabea. Je suis la déléguée facultaire de la faculté des lettres et sciences humaines. Ma question est celle-ci. Quelles sont les opportunités spécifiques offertes aux femmes dans l'armée pendant cette crise et comment puis-je m'engager activement pour soutenir mes camarades et servir mon pays de manière efficace? Oui, monsieur Alouzi. Merci beaucoup pour la parole. Je m'appelle Raphaël Odeba, les délégués facultaires des sciences économiques et des gestions de l'université. Son Excellence, cette guerre est là aussi économique. En tant qu'économiste, ma question c'est de savoir, en cette période de guerre, comment le gouvernement envisage de gérer les ressources humaines? Merci. Oui, parole à la fille, madame. Le nom et la question. Merci à la parole. Moi, c'est le présidente de la faculté de la République. Deux questions. La première, comment nous les jeunes, nous pouvons nous engager à aider notre armée sans toutefois intégrer? Parce que bien sûr, tout le monde ne peut pas aller dans l'armée, tout le monde ne peut pas devenir notre militaire. Mais s'il y a des moyens de notre armée, vous pouvez nous le dire et nous allons soutenir notre armée.
fois, 3 fois, 4 fois, et que nous allons quand même le pousser. Qu'est-ce qui nous prouve que les Rwandais ne vont pas encore la même chose pour la 5e fois? Il y a-t-il des mesures qu'on va prendre pour éviter que ces situations se reprennent dans notre pays? Merci pour la question. Nous allons remettre la parole à son excellence, monsieur le vice-premier ministre des Transports et de la Communication, pour apporter des éléments de réponse. C'est bon, le reste c'est l'autre. Et donc, je vais prendre toutes les questions, je vais cadrer l'autre. Merci beaucoup, excellence, pour votre... Merci beaucoup pour vos droits d'hiver. Monsieur le recteur, je vous salue. Monsieur le vice-premier, je vous salue, madame la ministre. Ma question est de savoir, c'est bien beau qu'aujourd'hui nous puissions avoir une classe militaire et sujet de la classe stigmatique. Mais ma question est vraiment favorable pour vous, monsieur le ministre. Est-ce que vous avez calculé le risque? Parce que vous êtes un président dans la matière de guerre. Vous connaissez quelles sont les réalités que vous avez fait face quand vous étiez au moment de la guerre, dans votre lutte. Et est-ce que vous avez calculé le risque pour nous étudiants aujourd'hui si nous disons d'aller au front? Il y a toujours les mêmes méthodes qui se font parce que le problème, le même cause produit toujours le même effet. Nous voyons qu'aujourd'hui, le rebelle est en train de s'immiscer dans notre armée. Mais vous nous demandez d'aller nous enrôler, mais le problème, vous n'avez pas encore évalué cela. Est-ce que ça va nous convient de nous étudiants aujourd'hui d'aller à l'armée? Je ne sais pas si vous avez un président. Et puis vous avez envie, soit ça vous a eu. Soyez bref, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous nous avez dit que votre projet à l'université de Kinshasa, c'est pour obtenir le cadre dans l'armée congolaise. Mais la question que je me pose aussi, j'essaie un peu de renverser ce syllogisme. Pendant tous ces temps, il n'y avait pas de cadre dans l'armée congolaise. Et s'il n'y avait pas de cadre dans l'armée congolaise, comment est-ce que le combat, juste en ce moment, était encore dans notre intégrité, mais juste à un moment soudain comme ça, nous avons perdu la vie? C'est ça ma question. Merci. Merci pour la parole, monsieur le docteur. Je suis maintenant encore après étudiant à la faculté de psychologie et sciences de l'éducation. Ma préoccupation est la suivante. Pourquoi cette initiative régulièrement initiatisée d'étudier la jeunesse étudiantine à intégrer l'armée? C'est pour diminuer le taux de chômage ou c'est un soutien total à la fin d'essai? Je m'arrête par là, je vais déposer monsieur le ministre. Merci beaucoup, monsieur le ministre Boana Mazégué. Apprenant troisième sur l'économie. Ma question est de savoir quelles sont les conditions d'éligibilité pour intégrer l'armée. Merci. C'était la dernière question. Oui. Nous devons permettre à son excellence d'apporter les éléments de réponse. Oui, on devrait apporter des éléments de réponse. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut procéder dans l'ordre? S'il vous plaît. Pas de bousculade, s'il vous plaît. Allons-y dans l'ordre. Son Excellence a déjà accordé la parole. Vous aurez l'opportunité de poser votre question, mais dans le calme, s'il vous plaît.
Je suis exceptionnellement Ngomba, délégué facultaire des sciences et technologies. Quelle institution internationale ou régionale que la République démocratique du Congo n'a-t-elle pas réformé une sorte d'accusation au Rwanda pendant que aujourd'hui nous sommes agressés? N'avons-nous pas le droit de laisser toutes les manières politiques ou diplomatiques que nous avons déjà faites et d'aller tout droit au but? Comprenez de quoi je suis en train de parler. Merci. Merci beaucoup. Moi, c'est Emmanuel Djoua. Je suis le ministre des Affaires sociales, de la coordination et stigmatique. Ma question est ici sur l'excellence. Je parle pour nous les étudiants. D'être venus chercher les étudiants pour intégrer l'armée. Par exemple, là, étudiant à la faculté de médecine en 3e doctorat. Et le 10 du mois prochain, c'est déjà la mi-session. Et si aujourd'hui j'ai dit que moi je vais aller m'intégrer à l'armée, maintenant ici à la fac, je vais faire comment pour combiner les deux. Vous voyez? Donc c'est un peu ma question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je me nomme Sidanima Célestin, étudiant à la faculté des sciences et de l'éducation de l'Université de Kinshasa. Nous, étudiants de l'Université de Kinshasa, nous sommes capables de défendre notre pays, RDC, à une seule condition, ensemble avec vos enfants.
plaît. Est-ce qu'on peut se rasseoir pour suivre les réponses, s'il vous plaît? Voilà. Regardez s'il y a des formateurs dans l'armée. Il y a dans toutes les centres d'instruction et d'entraînement, il y a des formateurs congolais et il y a également pour certaines spécialités des formateurs étrangers qui sont dans les centres d'instruction. S'il vous plaît, la question des groupes armés. La question des groupes armés ne date pas d'aujourd'hui. Il y a même des groupes armés qui ont été alimentés par l'ancien régime. Et nous avons toutes les preuves là-dessus. Ce sont des groupes, la plupart, qui défendent leur territoire. Les Ouazalènes dont vous entendez parler, ce sont des patriotes qui ne veulent pas la présence de forces étrangères, notamment les Rwandais, sur leur territoire. Et c'est comme ça qu'ils se sont constitués en groupe d'autodéfense. C'est ça la résistance qu'il y a. Et c'est pour ça que les Ouazalènes doivent se battre aujourd'hui à côté de nos forces armées. Et ils font un très grand travail, je vous le dis, sur le terrain. Les femmes de l'armée, oui. Et il y en a beaucoup, même dans les recrues aujourd'hui. Dans les rapports qui sont donnés, il y a beaucoup de recrues femmes. Il faut un minimum de 18 ans pour entrer et être recrue dans l'armée. C'est ce que la loi dit. 18 ans, la majorité, pour pouvoir intégrer l'armée. 18 ans ou plus, bien sûr, là-dessus. Alors, une maman disait ici, comment intégrer l'armée, comment aider l'armée sans l'intégrer. Je vous disais exemple. Vous avez ici dans le pays, l'ennemi, il peut être partout. Et si vous avez le renseignement de dire attention à nos services, j'ai trouvé une situation qui n'est pas claire. J'ai vu des personnes en train de comploter. C'est votre devoir de pouvoir informer immédiatement les services de renseignement, tant civils que militaires. C'est une manière aussi aujourd'hui, en temps de guerre, de pouvoir aider l'armée. Parce que l'ennemi est sous différentes formes. Et nous devons être vigilants. Il peut aussi être parmi nous. Parce que comme je vous le disais, lorsque vous avez le renseignement, c'est 50% de la bataille gagnée. L'infiltration de l'ennemi peut également faire que l'ennemi dit « Je veux envoyer ces agents dans des localités, dans des villes, pour donner l'information, mais dites-nous combien de militaires il y a là-bas, où est-ce qu'ils sont positionnés, où est-ce qu'ils sont stationnés. » C'est ça le renseignement. Mais si vous avez l'information chrétienne, vous avez repéré quelqu'un qui a un rôle qui n'est pas clair dans ce qu'il fait, il faut le dénoncer au niveau des agents de renseignement, tant militaires que civils. Vous m'avez suivi? Voilà une manière de pouvoir... Oui, mon ministre veut compléter. C'est un micro pour mon ministre. Camarade Ben. Camarade Ben. Est-ce que vous savez que vous constituez une armée? Est-ce que vous le savez? La semaine passée, quand j'étais à la conférence avec la ministre des Droits humains, j'avais exhorté un certain nombre de vos camarades en disant que les 12 apôtres, il n'y avait que 12, mais ils ont apporté la bonne nouvelle à l'extrémité, donc aux différentes extrémités du monde. Et le monde a reçu la bonne nouvelle.
Et regardez le nombre qu'il y a dans cette salle. Donc, vous avez les stylos, vous avez vos téléphones. Donc, vous pouvez constituer une armée numérique. En même temps, vous avez des familles. Vous constituez des armées de relais communautaires. Donc, vous pouvez faire passer des messages en revenant sur les informations que vous pouvez amener auprès des services dans vos quartiers. Donc, vous êtes vraiment des bataillons. C'est aussi une façon de servir, même si vous n'êtes pas engagé dans l'armée. Merci. Voilà. Merci. Alors, je pense que c'est un autre moment de poser la question qui nous dit que lorsque nous aurons terminé de mettre l'ennemi, goûter l'ennemi hors de notre territoire, qui nous dit qu'il ne va pas revenir, c'est que c'est la catastrophe. C'est justement pour ça qu'il faut aujourd'hui, plus que hier, une mobilisation générale pour constituer une armée dissuasive. Et en constituant cette armée dissuasive, l'ennemi comprendra que cette fois-ci, lorsque cet ennemi sera là, encore il ne pourra pas rentrer. Vous m'avez suivi? Mais c'est parce que nous allons nous organiser ici. Ici, pas simplement à Kinshasa, mais partout dans le pays. Et j'insiste là-dessus, il faut que, et c'est l'objectif du commandant suprême, c'est qu'il y ait une grande armée, une armée dissuasive, qui protège nos frontières, qui protège la population et ses biens. Vous m'avez suivi? Pourquoi les jeunes doivent intégrer l'armée? Vous voulez que les vieux intègrent l'armée? Mais les vieux sont à tous les niveaux. Mais ceux qui vont marcher pendant 20 et 30 km par jour, est-ce que la jeunesse n'a pas plus de facilité? Et en même temps, portant 20 kg sur son dos, d'armes et de munitions. Mais, je dis, si vous voyez que les vieux entrent, il y a ce qu'on appelle dans l'armée les réservistes, l'armée de réserve. Ça aussi, c'est une manière de pouvoir aider et servir l'armée. D'accord? On nous a demandé pourquoi les cadres d'aujourd'hui. Alors peut-être je me suis mal expliqué. C'est parce qu'on a besoin de personnel pour diriger ensuite, appuyer, soigner, renseigner, appuyer avec des armes. Tout ça, ça s'apprend. Et vous êtes, en tant qu'intellectuels, des personnes qui ont la capacité de rapidement d'apprendre et ensuite de diriger les unités qui seront mises à votre disposition. Vous m'avez suivi? C'est pour ça qu'on a besoin de cadres. J'ai dit la condition d'éligibilité, c'est 18 ans et être en bonne santé. Là-dessus. Le travail que le chef de l'État est en train de faire avec les membres du gouvernement et d'autres, les conseillers et d'autres personnes aussi, il y a des approches politiques, il y a des approches diplomatiques, il y a des approches militaires. Et la diplomatie fait également son chemin et aide également à pouvoir aussi parfois trouver des solutions au niveau de la guerre. Quelqu'un a dit, mais je suis finaliste. Comment je vais faire les deux? Mais si vous êtes finaliste, ça veut dire dans 2-3 mois, vous allez terminer, c'est ça? Laissons terminer les finalistes. Mais il y a d'autres qui peuvent dire, bon, je vais rentrer dans l'armée, je vais buter l'ennemi dehors, et après ça, je me demanderai une mise en disponibilité pour terminer mon année. Ça aussi, c'est des choses qui peuvent se faire et qui se font là-dessus. Si vraiment on a l'amour et on est patriotique, ça peut se faire également. Alors, tout le monde est appelé à intégrer l'armée. Il n'y a pas d'enfants privilégiés ou d'enfants spéciaux. Celui qui se sent prêt à pouvoir y aller, il y va. L'armée, encore chez nous, n'est pas obligatoire. Je dis simplement, ce n'est aucun problème.
si que ce soit les autorités, que ce ne soit pas les autorités, ceux qui ont besoin de pouvoir rentrer dans l'armée, qui se sentent forts, ils y vont, ils rentrent dans l'armée. C'est un devoir patriotique. C'est comme ici, je ne peux pas faire comme on fait là-bas, ramasser tout le monde et dire, mais non, vous envoie dans l'armée. Vous savez, ceux qui ne sont pas d'accord sont les premiers à fuir. Donc, quand on rentre dans l'armée, on est conscient qu'on va pour apporter son sang et apporter, je veux dire, son expérience dans l'armée. Et on n'a pas demandé à qui que ce soit d'obliger, si nos enfants veulent rentrer dans l'armée, il n'y a personne qui va les refuser. N'est-ce pas? Voilà. Je pense qu'on a fait le tout. Je vous remercie d'ailleurs d'être venus nombreux. J'espère que vous m'avez bien compris. Merci beaucoup, Excellence. Vous avez été satisfait. Et j'espère que vous allez vous inscrire nombreux au niveau des facultés en général. Je sais que maman ministre de l'enseignement est là et qu'elle a mis un cadre qui va nous amener l'instruction de nos différents étudiants. Tous ces listes seront mis au niveau de l'état-major général et les personnes seront dirigées dans tous les centres que je vous ai expliqués, d'instruction dans les écoles de formation militaire, dans les académies militaires. Tout ça est organisé et les formateurs vous attendent. Ils sont nombreux. Je vous remercie une fois de plus et j'espère à bientôt. Est-ce qu'on peut applaudir encore monsieur le vice-ministre, s'il vous plaît? Avant de clôturer notre programme, j'invite monsieur le coordonnateur des étudiants de l'Université de Kinshasa qui a un petit mot à l'occasion de cette mobilisation patriotique. Monsieur